aussi d'autres sujets qui n'ont pas de caractère, mais des décisions importantes qui concernent l'accès à la santé par nos concitoyens. On vous exposera le projet de cabinet médical municipal. On évoquera aussi des animations qui seront portées par le service jeunesse dans les prochaines semaines. Et puis on évoquera aussi des décisions concernant l'environnement, le plan de sobriété énergétique. Voilà donc pour l'ordre du jour de ce soir. Il est classique en cette période de la mi-avril. On y est presque. Alors il nous faut pour la séance de ce soir un secrétaire de choc. Je sais qu'en général il y a peu de volontaires pour les séances budgétaires. Je pense que je vais avoir recours à la jeunesse, à la fougue, au dynamisme de notre Benjamin du conseil municipal. Est-ce que Florent accepterait d'être secrétaire de séance? Oui. Oui, merci beaucoup. Merci. C'est d'accord les collègues? Alors, monsieur le secrétaire de séance, je vais vous demander de bien vouloir procéder à l'appel. Merci. Monsieur François Lemaire. Présent. Madame Martine Cikalowski. Excusez, procuration. Monsieur Jérémy Robillard. Présent. Madame Caroline Mouba. Présente. Monsieur Patrick Leroy. Présent. Madame Nathalie Blanquet. Présente. Monsieur Pascal Foucault. Présent. Madame Dominique Delanclos. Présent. Monsieur Ali Benfage. Présent. Madame Marie Bacchoni. Présente. Monsieur Gérard Héripré. Présent. Madame Géraldine Wayol. Présente. Monsieur Ludovic Dubo. Présent. Madame Janine Bouchin. Présente. Monsieur Pascal de France. Présent. Madame Catherine Dambrine. Présente. Monsieur Stéphane Sicora. Présent. Madame Delphine Lemaître. Procuration. Monsieur Franck Cousin. Excusez, procuration. Madame Sandrine Vodarzik. Excusez, procuration. Madame Josiane Ouattré. Présente. Monsieur Corentin Pivonski. Excusez, procuration. Monsieur Michel Bachateau. Présent. Madame Florence Chaumorcel. Excusez, procuration. Monsieur Rudy Raguenet. Excusez, procuration. Madame Claudine Moutoir. Présent. Monsieur Florent Deriche. Présent. Madame Caroline Méloni. Présente. Monsieur Michel Duez. Excusez, procuration. Madame Daisy Scalise. Présent. Monsieur Frédéric Lombard. Excusez, procuration. Madame Claudette Rizel. Présent. Monsieur Marcel Aubin. Très bien, merci monsieur le secrétaire de séance. Les conditions de quorum sont largement remplies, nous allons donc pouvoir délibérer en bonne et due forme, mes chers collègues. Peut-être une petite précision concernant le point 2.12 qui a fait l'objet d'une petite modification. C'est vraiment une modification peu substantielle, puisqu'il s'agit du tarif de l'action Toussalpec. On y reviendra en cours de séance. Voilà, je vous propose tout de suite de passer au premier point de l'ordre du jour. Celui-ci concerne l'approbation du PV de notre séance du 9 mars dernier. Celui-ci appelle-t-il des commentaires de nos responsables de groupe? C'est bon? Oui, monsieur. Pour le reste, les collègues, c'est bon? Merci beaucoup. Il est donc approuvé, je vous en remercie. On passe donc aux projets de délibération qui sont soumis à l'avis du Conseil. Et on va donc tout de suite rentrer dans le vif du sujet de ce soir, dans le plat principal du menu de ce soir, l'examen de notre budget primitif. Je ne sais pas si vous regardez si ça marche, oui. On va essayer de la faire fonctionner. Non, voilà. Hop. Comme ça ne marche pas toujours. Merci beaucoup. Voilà, on en arrive, mes chers collègues, donc à la présentation de ce BP. Le document vous a bien évidemment été transmis. Et comme j'en ai l'habitude ces dernières années, d'ailleurs comme dans beaucoup de collectivités, je vais vous en faire la présentation au travers d'une présentation synthétique qui a été préparée par nos services. Je voudrais tout d'abord vous rappeler que ce BP 2023 a fait l'objet d'un long travail qui a été piloté par notre directrice générale des services. Je voudrais la remercier sincèrement, parce que je peux vous dire que dans cette période, c'est quand même beaucoup de contrariétés pour elle, pour les membres de l'exécutif. Et il arrive aussi parfois que le maire rajoute des contrariétés en dernière minute. Donc je la remercie pour le travail qui a été fourni. Madame la directrice générale des services, vous allez pouvoir bientôt prendre un peu de congé, bien mérité.
C'est aussi le fruit du travail de nos services. Je voudrais remercier là encore les équipes d'encadrement, les responsables de pôle, les responsables de service, et puis remercier aussi les élus de l'exécutif, tout particulièrement les adjointes et les adjoints qui contribuent aussi à préparer le budget qui relève de leurs différentes délégations. Et donc je les en remercie. Je sais que c'est un gros travail aussi à leur niveau avec leurs responsables de pôle référents. Alors, ils le savent malheureusement, mes chers collègues, je n'ai pas pu retenir toutes vos propositions en matière d'arbitrage, notamment pour ce qui concernait les dépenses d'investissement. Je pense que vous l'aurez remarqué, mes chers collègues, en parcourant la presse, beaucoup de communes ont voté comme nous, je dirais assez tardivement leur budget, avant la date de toute façon d'échéance qui s'impose à nos collectivités. Et donc incontestablement, tous les maires de notre agglomération, et je peux vous dire que c'est même la quasi-totalité des maires du Pas-de-Calais, ont appliqué ce principe de prudence et de précaution. Mais vous le savez, nous recevons de plus en plus tardivement les notifications de l'État concernant les dotations qui représentent une part importante de nos recettes de fonctionnement. Et là encore, si vous suivez l'actualité, vous aurez peut-être vu que beaucoup de communes, et notamment dans notre secteur, dans notre territoire, ont voté le budget primitif après avoir voté le compte de gestion et le compte administratif. Ce qui leur permet là encore de faire face au contexte budgétaire qui s'impose à nous tous. Et ce contexte, mes chers collègues, j'ai bien peur qu'il ne se dégrade encore dans les mois et les années qui viennent. Je me réfère à quelques articles qui ont circulé ces derniers jours, notamment dans le Canard enchaîné de cette semaine, qui fait allusion, qui rapporte plus exactement les propos du ministre Le Maire, une homonymie dont je me serais bien passé, qui évoque clairement, au regard de la situation de notre pays, des réductions drastiques en matière de dépenses publiques, et qui indique aussi qu'il mettra à contribution les collectivités. Tout cela va à un moment ou à un autre à nouveau nous impacter, et je peux vous dire d'ailleurs aussi que le conseil départemental est particulièrement inquiet de la façon dont l'État va gérer les dotations. Et en ce qui concerne le département, c'est même plus la fiscalité, puisque le département n'a plus de levier fiscal en ce qui le concerne. Aussi, mes chers collègues, j'ai envie de vous dire, ce budget, il n'est pas bon ou il n'est pas mauvais. Le défi de ce budget, nous l'avions évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, c'est de relever le défi. De relever le défi de l'augmentation de nos dépenses, et j'ai envie de dire de nos dépenses contraintes. Ce sont notamment les dépenses énergétiques, mais ce sont aussi tout ce que nous utilisons dans nos services. Ce sont les dépenses d'alimentation pour notre restauration scolaire. Et puis ce sont bien évidemment les dépenses mécaniques, l'augmentation mécanique de nos dépenses de personnel, puisque là encore, vous le savez, nous avons impacté l'augmentation du point d'indice qui, cette année, va s'appliquer sur la totalité de l'exercice. On entend même parler d'un nouveau coup de pouce éventuel sur le point d'indice, donc autant vous dire que nous risquons là encore de subir des augmentations que je qualifie vraiment de dépenses contraintes. On n'a pas le choix, on n'a pratiquement pas de marge de manœuvre sur ces dépenses contraintes. Sur les dépenses énergétiques, on a beau se fixer des objectifs de réduction des consommations, encore faut-il pouvoir les tenir. Relever le défi, c'est aussi, je l'avais évoqué à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, maintenir notre offre de service. Et donc c'est toute cette offre de service qui est mise en œuvre par nos différents services municipaux, bien sûr en faveur des écoles, bien sûr en faveur de l'enfance, de la jeunesse, mais également des seniors. Et puis c'est le soutien bien sûr au sport, à la culture, en partenariat avec nos associations locales. Relever le défi, c'est également poursuivre les aménagements nécessaires de notre commune et puis s'engager dans ces dispositifs que nous avons actionnés, notamment le dispositif Petite Ville de demain, pour essayer de raviver l'activité du centre-ville de notre commune. Et puis, tout cela, nous avons pour défi, là encore, de le faire, de l'exécuter sans augmenter la pression fiscale sur nos concitoyens. Mais vous le savez, je l'avais évoqué à l'occasion, là encore, du débat d'orientation budgétaire, les foyers assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties vont de toute façon subir une revalorisation de leur valeur, de leurs biens immobiliers, de la valeur locative de leurs biens immobiliers, de l'ordre de 7,1%. Je le dis, nous serons incapables d'absorber cette revalorisation de 7,1% des valeurs locatives. Donc, ça veut dire clairement, j'y reviendrai en cours de présentation, que le bas de page va de toute façon
augmenter. L'impôt payé par les concitoyens assujettis au foncier bâti va de toute façon augmenter cette année. On a fait quelques projections, j'y reviendrai donc dans un instant. Enfin, le défi, c'est bien sûr ne pas augmenter la fiscalité, mais c'est aussi maintenir le tarif des services du quotidien, notamment ceux à destination des scolaires, et donc ne pas augmenter le tarif de la restauration scolaire et ne pas augmenter le tarif du périscolaire. On y reviendra à l'occasion d'une décision que je serai amené à confirmer dans quelques semaines et que je rapporterai lors d'un prochain conseil municipal. Donc mes chers collègues, le défi pour nous, il est d'essayer d'équilibrer une équation entre dépenses et recettes, des dépenses qui, comme je l'ai déjà évoqué, augmentent de façon mécanique, de façon contrainte. 330 000 € pour les dépenses d'énergie, 34 000 € pour les dépenses d'alimentation, 86 000 € pour les autres prestations, on y reviendra un petit peu plus en détail. Donc nous partons déjà avec une augmentation de 450 000 € de nos dépenses de fonctionnement. Vous ajoutez à cela l'augmentation mécanique des dépenses de personnel de 350 000 €. Nous partons déjà avec 800 000 € à couvrir, à combler de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Ça veut donc dire que le produit fiscal supplémentaire que nous dégageons grâce à la revalorisation des valeurs locatives est de toute façon déjà absorbé par cette augmentation des dépenses contraintes. La structure budgétaire, mais vous l'avez vu dans vos documents, est la suivante. Notre budget s'élève à 17 729 330 €, en augmentation de pratiquement 5%, une augmentation de la section de fonctionnement de 6,3%, une diminution de la section d'investissement de l'ordre de 7%. Alors je le sais, nous sommes un peu faibles en matière de dépenses d'investissement, mais vous le savez, il faut apprécier ces dépenses d'investissement à l'occasion du compte administratif, puisque nous revenons en général sur des programmes complémentaires sur notre budget supplémentaire. Concernant la présentation par chapitre, vous en avez le détail de la section de fonctionnement et de la section d'investissement. Je vous propose de rentrer un peu plus dans le détail des dépenses des recettes de fonctionnement. Voilà donc la présentation globale des recettes de fonctionnement. Vous en avez l'habitude avec la part importante que représente le produit des impôts et donc de la fiscalité. Ça représente 47% de nos recettes de fonctionnement. Les dotations et participations, elles représentent 45% de nos recettes. Les impôts et taxes sur le 73 sont en augmentation de 11%. Sur le 74, les dotations et participations sont en augmentation d'un peu plus de 2%. Donc vous voyez, on a 758 000 € supplémentaires au niveau du produit fiscal, des impôts et taxes, mais pour autant, ils sont déjà largement absorbés par l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Si on rentre un petit peu plus dans le détail, nous avons des atténuations de charges qui s'élèvent à 385 509 €, en diminution de l'ordre de 78 000 €. Le produit des services a été estimé à 550 708 €, en augmentation de 14%. Ça se joue notamment, vous le voyez, c'est ce qu'on a mis en bas de page, sur les redevances à caractère de loisirs, c'est la halte garderie, et sur l'augmentation des services périscolaires, puisque nous accueillons davantage de demi-pensionnaires à la cantine. Et tout cela génère aussi forcément une augmentation des dépenses d'alimentation. Pour autant, nous avons minimisé, si on peut dire, réduit légèrement les autres produits des services, notamment en ce qui concerne les entrées à l'espace François Mitterrand. C'est plus compliqué, effectivement, sur cette saison culturelle. On est donc prudent dans le produit attendu, ainsi que sur les activités du service jeunesse, où nous les estimons légèrement en baisse de 20 700 €. Concernant les impôts et taxes, j'ai déjà cité ces chiffres, en augmentation donc de 11% pour la fiscalité et des dotations d'un peu plus de 2%. Concernant les dotations, vous en avez le détail, avec la DGF qui continue de stagner, et fort heureusement, qui est compensée par la DSU qui, elle, continue de progresser. C'est une progression un peu plus modeste que l'année précédente, mais pour autant, qu'en 2021, mais pour autant, tout cela nous permet de compenser
vous le voyez, la dotation forfaitaire et la DNP qui baissent légèrement. On dégage donc une DGF en augmentation de 53 516 €. Pour le reste, nous avons des dotations et participations qui sont en partie en baisse pour ce qui concerne notamment les subventions politiques de la ville, mais c'est lié au fait aussi qu'il y a des actions qui n'ont pas été reconduites, et parce que nous avons également une diminution des recettes de la CAF au regard des différents contrats que nous signons avec la Caisse d'allocation familiale. Pour autant, nous avons des recettes qui progressent au niveau des autres participations, et surtout, nous avons l'État qui vient, nous soutenir dans le cadre du filet de sécurité à hauteur de 240 000 €. Souvenez-vous-en, nous avions déjà perçu une partie, 30%, sur l'exercice 2022. Donc c'est appréciable, c'est peut-être pas suffisant, mais c'est effectivement appréciable d'avoir ce filet de sécurité. Ensuite, très rapidement, sur les allocations compensatrices, nous avons une légère augmentation, on passe de 125 000 à 134 000 €. On gagne globalement 10 000 € par rapport à l'année précédente. Les autres produits de gestion courante sont en augmentation de 35 880 €. Je passe sur les produits exceptionnels. Nous avons ensuite des reprises sur provision pour 6 537 €. Voilà pour les recettes. On arrive maintenant aux dépenses. Vous en avez la présentation par chapitre. Et je le répète, avec donc une part importante à la fois des charges de personnel et des charges à caractère général. C'est la structure quasi habituelle de notre budget primitif. Les charges à caractère général, je l'ai déjà un peu évoqué dans mon propos introductif, en augmentation de pratiquement 450 000 €. Donc on est pratiquement sur 13,5% d'augmentation, avec, vous le voyez, des charges concernant les achats d'énergie, d'électricité, de gaz et d'alimentation, pour 330 000 € donc d'augmentation. À cela s'ajoute l'augmentation des autres prestations. C'est notamment tout ce qui concerne les locations et en partie du service jeunesse, l'entretien des terrains qui sont concédés à nos différents prestataires. Tout cela représente une augmentation de l'ordre de 50 000 €. On a ensuite d'autres prestations qui augmentent, notamment les transports collectifs. Vous imaginez bien que les transporteurs ont aussi augmenté le coût des différentes prestations. On a recours à beaucoup de transports, notamment pour les scolaires et pour le service jeunesse. Donc vous voyez, c'est un peu plus de 36 000 € d'augmentation pour le crédit transport. Nous avons également une augmentation des frais de cantine du collège, puisque le département a demandé aux établissements de revaloriser le coût facturé aux collectivités de recours au service de restauration des collèges, puisque là encore, le département est confronté à une augmentation de ses dépenses et de ses charges. Nous avons une légère augmentation de nos dépenses impôts et taxes. Là, ce sont les taxes que nous payons nous-mêmes. Concernant le chapitre des dépenses de personnel, je l'ai déjà évoqué, nous avons une augmentation de 3,4%, et je me permets d'insister à nouveau sur ce point, en grande partie par la revalorisation du point d'indice, qui là intervient sur une année pleine, contrairement à 2022, et puis l'augmentation aussi des cotisations, et puis la progression, bien évidemment, des carrières de nos agents. On aura d'ailleurs à revenir ce soir, en cours de séance, sur le tableau des effectifs. Nous avons ensuite des atténuations de produits pour 76 768 €, des autres produits de gestion courante pour 32 000 €. Alors, je reviens sur les atténuations de produits, c'est notamment l'application du pacte financier et fiscal avec la communauté d'agglomération. Les charges financières sont en augmentation de 17 060 €. Les charges exceptionnelles, ce n'est pas des grosses sommes, mais sont en légère baisse de 4 685 €. Voilà pour cette section de fonctionnement. Nous attaquons maintenant la section d'investissement, en commençant par la partie recettes. Vous en avez donc le détail, et vous pouvez noter tout de suite que nous allons recourir de façon modeste à l'emprunt, puisque nous l'avons inscrit à hauteur de 578 000 €. Vous voyez, on est inférieur à ce que je vous avais annoncé sur le débat d'orientation budgétaire,
On pensait être plus vers les 650 000, il n'y a pas lieu d'engager plus de montants d'emprunt auprès de nos partenaires bancaires. On va rentrer un peu plus dans le détail, vous avez la répartition. Hop, voilà. En commençant par les subventions d'investissement, toujours intéressant de voir que nous allons mobiliser dans la mesure du possible les différentes subventions. Auprès de l'État, nous avons déjà délibéré sur les demandes auprès de l'État, notamment au titre de la DETR. Auprès de la région, dans le cadre de l'AMI, que nous avons délibéré lors du précédent conseil. Auprès du département, qui nous accompagnera notamment sur les appels à projets politiques de la ville, pour les écoles en quartier politique de la ville, mais également sur le réaménagement de la rue Costet-des-Mondes. On y reviendra dans un instant. Enfin, nous allons chercher également le fonds de concours de la communauté d'agglomération et d'autres subventions. Le produit des amendes de police est provisionné à hauteur de 21 757 €. L'emprunt, je l'ai déjà évoqué, 578 000 €. Nous avons ensuite les dotations et fonds divers, notamment le FCTVA pour 199 507 € et la taxe d'aménagement pour 42 000, un peu plus de 42 000 €. Enfin, nous avons les produits de cession d'immobilisation provisionnés à hauteur de 183 550 €. C'est la réalisation des cessions de terrain et d'immeubles que nous avons délibérés en conseil municipal. On en arrive aux dépenses. Voilà la répartition des différentes dépenses d'investissement, avec notamment le remboursement des emprunts pour 658 248 €. Je rappelle que nous n'avons pas d'emprunt qui tombait cette année, donc il n'y a pas, je dirais, malheureusement, de diminution cette année des annuités de remboursement. Alors, concernant les dépenses réelles d'équipement, les immobilisations incorporelles sont en augmentation de 72 000 €. C'est notamment sur ce crédit que nous continuons l'AMO piscine. Nous allons aussi commencer à réaliser les premières études, notamment les études de sol, et nous allons engager les frais de géomètre. Donc nous les provisionnons à hauteur de 42 000 €. On y reviendra sur le conseil du mois de juin prochain. Je vous l'avais évoqué lors du dernier conseil municipal. Concernant les immobilisations corporelles, pour pratiquement 500 000 €, des travaux dans nos différents bâtiments communaux pour 144 000 €, et puis cette acquisition symbolique du cabinet médical situé au 64-66 rue Jean Jaurès, celui du docteur Chevalier, pour que ce soit très clair pour tout le monde, donc à hauteur de 152 500 €. On y reviendra à l'occasion d'une délibération de principe un peu plus tard. Des travaux de remplacement de l'éclairage public, alors vous l'imaginez bien, pour des dispositifs, des ampoules plus économiques et plus économes, pour 22 000 €. Nous avons ensuite des acquisitions de matériel au sens large, et notamment matériel de transport pour nos services pour 55 000 €. On avait engagé des dépenses importantes sur 2022 pour renouveler une partie de notre parc des services techniques. Alors, bien sûr, on continue aussi de doter nos services, de doter les écoles en différents matériels. Si on veut préserver notre offre de services, encore faut-il aussi donner les moyens à nos services de fonctionner. Nous aurons également d'autres travaux, des immobilisations en cours pour 377 000 €, travaux dans les écoles pour 62 000 €, notamment des travaux de toiture. Sur l'école Louis Lumière, on avait déjà évoqué ce programme. Des travaux d'aménagement de voirie pour 312 000 €. J'y reviendrai dans un instant. Hop. Sur le plan fiscal, donc je l'ai déjà évoqué, nous avons une augmentation importante du produit de la fiscalité, donc du foncier sur les propriétés bâties. Vous voyez, l'augmentation est quand même conséquente. Alors, 13%, elle est à la fois liée donc à la revalorisation des valeurs locatives, de l'ordre de 7%, mais elle tient aussi, je dirais, une dynamique un petit peu plus soutenue de nos bases en matière de foncier bâti. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, par contre, les taxes foncières sur les propriétés non bâties diminuent de l'ordre de 27%. Il y a forcément un principe de vase communicant entre les deux.
Mais vous voyez, hein, c'est ce qui nous rapporte le plus dans notre commune, ce qui est un peu logique au regard de son urbanisation. Concernant l'application des taux, vous avez donc vous retrouvez les taux notamment en matière de fiscalité et de produits fiscaux supplémentaires dégagés grâce à cette augmentation de nos bases en foncier bâti. Alors l'impact de la revalorisation des valeurs locatives est toujours un peu compliqué à estimer parce que tout cela dépend, vous savez bien, de la valeur locative du bien concerné, du bien des propriétaires concernés. Je rappelle aussi qu'il y a des dégrèvements qui s'appliquent, il y a aussi des exonérations qui s'appliquent sur le foncier bâti, notamment les personnes en situation de handicap. Il y a aussi des dégrèvements en fonction de l'âge des propriétaires, mais tout cela dépend de la situation de chacun. Pour autant, on a essayé de faire des estimations sur quelques maisons types. Alors, ça vaut vraiment ce que ça vaut. Vous le voyez, on est globalement sur une augmentation annuelle de 80 à 100 euros. Tout dépend, là encore, de la nature du bien et des éléments de confort du bien des propriétaires. Mais c'est jamais une bonne nouvelle que de savoir que l'impôt foncier va augmenter. Mais globalement, ce que nous avons gagné sur les taxes d'habitation, malheureusement, nous le perdons en grande partie au niveau du foncier. Sur le plan de la dette, je l'ai déjà évoqué. J'ai déjà évoqué le remboursement de l'annuité. Bien sûr, il y a des frais financiers en plus. Alors, vous voyez, le capital restant dû sera de l'ordre d'un peu plus de 6 millions, ce qui fait une charge par habitant de pratiquement 500 euros. Bon, vous le savez, on évoque à chaque débat d'orientation budgétaire, nous sommes largement en dessous de la strate. Je le dis chaque année, on a beau ne pas être endetté, encore faut-il pouvoir rembourser l'emprunt. Et les conditions d'accès à l'emprunt sont quand même un peu plus compliquées que ces dernières années, notamment au niveau des taux. En résumé, mes chers collègues, pour, donner une vision peut-être un petit peu plus politique de ce budget, surtout le budget traduit en grande partie les orientations politiques qui sont celles de l'exécutif et de la majorité. La priorité reste donnée aux écoles, avec les travaux qui y seront réalisés, au travers des équipements qui seront achetés dans les différentes écoles. Et alors, que les choses soient claires, et notre collègue Géraldine Boyol pourrait en témoigner, nous répondons aussi aux demandes. Et je peux vous dire que quasi globalement, la totalité des demandes des écoles sont satisfaites à l'occasion de ce délai. Et puis nous soutenons aussi l'ensemble des dispositifs culturels, scolaires, projets pédagogiques qui sont portés par les écoles à hauteur de 80 000 euros, sans oublier bien évidemment toutes les autres charges qui concourent au bon fonctionnement des écoles. Je pense notamment au personnel affecté dans nos différentes écoles, au personnel des cantines, bref, tout cela représente des sommes beaucoup plus importantes. Nous engageons notre démarche Petite Ville de demain, et notamment de revitalisation du centre-ville. Nous allons engager des travaux sur la boutique 51, notre boutique éphémère dans le haut de la rue Saint-Landreau, et nous engageons une première tranche de travaux sur la place Victor Hugo. Alors, ce n'est pas un réaménagement de fond en comble, mais je vous dirais, c'est une promesse qu'on avait prise, un engagement que nous avions pris vis-à-vis des commerçants des marchés de plein vent, que d'installer des bornes électriques. Ce sera fait, et on en profitera également pour installer des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Alors, évidemment, ça peut faire débat entre nous, mais il y a quand même de plus en plus de nos concitoyens qui optent pour des véhicules électriques, voire hybrides rechargeables. Je pense qu'il est important aussi de leur permettre d'effectuer des recharges. Tout ça va, je pense, aussi contribuer à la revitalisation de notre centre-ville. La priorité est également donnée à l'accès à la santé. Je viens de le dire au travers du projet de création d'un cabinet médical municipal. C'est important d'essayer de lutter contre la désertification médicale qui touche tout notre pays. Ce n'est pas spécifique à Bully-les-Mines. Quand je lis certaines déclarations, notamment sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il n'y a qu'à Bully qu'il y a une désertification médicale. Ben non, c'est bien que c'est un problème national et qui touche autant les zones rurales d'ailleurs que les zones urbaines. Je peux vous dire que dans certaines banlieues de grandes métropoles, ça devient aussi très très compliqué d'accéder à une médecine de proximité et notamment à un médecin généraliste.
Nous n'oublions pas non plus notre projet piscine, puisque je l'ai évoqué, hein, nous allons engager et poursuivre les études avec notre AMO. Nous mettrons en œuvre le plan de sobriété énergétique. Alors évidemment, ça part dans beaucoup de domaines. Ça touche par exemple l'achat de véhicules. Les 2 véhicules qui sont provisionnés à hauteur de 54 000 € sont des véhicules électriques. Et nous allons notamment remplacer la navette senior, le véhicule de la navette senior, avec un véhicule qui sera beaucoup plus d'ailleurs accessible et confortable pour nos seniors. Nous allons aussi développer tout un tas de petits dispositifs qui concourent là encore à réduire nos consommations, et notamment nos consommations en eau. Nous allons installer davantage de récupérateurs d'eau de pluie, notamment pour nos services techniques. Nous avons installé des fontaines à eau dans nos différentes structures les plus consommatrices. Ça vaut notamment pour l'hôtel de ville. Et puis nous avons des travaux, je dirais, un peu plus conséquents en matière de remplacement de l'éclairage public. Ça concerne particulièrement quelques écoles sur lesquelles on va faire du relamping. Ça concerne aussi l'éclairage extérieur. J'avais cité notamment le projet à hauteur de 22 000 €. Et nous allons engager avec Pascal Foucard et Ludovic Dubois et bien sûr l'ensemble de nos services techniques une réflexion un petit peu plus aboutie sur notre parc d'éclairage public. Nous allons le faire avec la communauté d'agglomération de Lens-les-Bains. C'est l'objet d'une délibération sur laquelle nous reviendrons en cours de séance. Et puis c'est aussi rendre la ville et le cadre de vie un peu plus sûr. Ça passe notamment par le déploiement de la vidéoprotection, avec la 3e phase de déploiement de la vidéoprotection. Ça passe aussi par l'aménagement du domaine public. Je l'ai évoqué, et Pascal Foucard l'avait déjà présenté, nous allons réaliser des travaux sur la rue Coste-et-Bélante pour matérialiser un cheminement réservé aux piétons. Nous savons que c'est ce qui a été loupé, si je puis dire, lors de l'aménagement de cette voirie il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Donc nous allons enfin le réaliser avec une subvention et l'accompagnement du département. Et puis nous allons aussi refaire des travaux de réfection qui vont démarrer là tout prochainement dans le bas de la rue de Condé, ce qui représente une somme de 80 000 €, puisqu'on va reprendre les enrobés de la chaussée, et nous allons aussi matérialiser les trottoirs sur une partie de ce tronçon, puisque là encore, tout cela concourt à la sécurité des piétons qui l'empruntent. Voilà mes chers collègues, tout cela pour vous dire, j'ai peut-être été un peu long, mais c'est vrai que je dirais que le sujet mérite qu'on s'y attarde un peu. Je vous disais, on ne peut pas qualifier ce budget de bon ou mauvais, je pense que ce serait un peu trop facile, mais j'ai envie de vous dire, ce qui compte pour nous, c'est que le défi soit relevé, dans ce contexte particulièrement contraignant pour nos collectivités, parce qu'il n'y a pas de bulle, je le disais dans mon propos introductif, partout, les collègues subissent cette augmentation des dépenses contraintes, de ces dépenses de fonctionnement. Donc on a relevé effectivement le défi, le défi c'est un lapsus révélateur, le défi en maintenant effectivement notre offre de service, en poursuivant nos opérations d'entretien du patrimoine communal, en essayant de retravailler l'attractivité de notre commune et tout particulièrement du centre-ville. On n'oublie pas non plus, parce qu'on ne l'évoque pas spécialement ce soir, mais les opérations d'aménagement qui se poursuivent, et notamment celles qui sont concédées à territoire 62. Je le dis sans flagornerie, mais je pense qu'il est particulièrement difficile de faire mieux dans le contexte actuel. Voilà mes chers collègues pour la présentation de ce budget primitif. Alors, c'est un peu indigeste, j'en conviens. Y a-t-il des questions ou des remarques suite à la présentation de ce budget? Mais vous avez ensuite tout le document descriptif ainsi que la liste des dépenses d'investissement qui est comprise dans ce budget primitif. Avez-vous des questions ou des remarques? Je me tourne vers les responsables de groupe. Oui, Madame Mélanie, je vous en prie. Tout d'abord, je suis d'accord avec vous, c'est un contexte très particulier. Déjà après deux budgets perturbés par le Covid et un autre par la guerre en Ukraine, on voit bien que cette année encore, c'est un exercice très compliqué.
bâtir un budget avec de grosses incertitudes, notamment à cause de l'inflation. Comme depuis 3 ans, nous allons donc rester honnêtes intellectuellement et ne pas critiquer gratuitement. Cela n'empêche pas qu'il y a des éléments de forme et de fond à revoir dans ce projet de BP. Tout d'abord, vous pouvez nous transmettre en fait seulement la maquette budgétaire. Or, l'article L 2313-1 du Code général des collectivités territoriales appose, je cite, qu'une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles soit jointe au budget primitif. À défaut, on peut considérer que la bonne information des élus n'est pas assurée et que nous pourrions donc aller devant le tribunal administratif ou au moins saisir le préfet. Et ça s'applique à l'ensemble des délibérations qui devraient être accompagnées d'une note de synthèse. Le procès-verbal ne respecte pas non plus les formes légales. La loi impose en effet qu'il rende compte des échanges de débats, pas forcément au mot à mot, mais de façon claire. Pour le BP lui-même, et sans tomber dans une sévérité excessive, on relève que l'investissement sera très faible, à 1,6 million d'euros, page 11. Nous allons voir pourquoi l'autofinancement, page 7, est au ras des pâquerettes. 361 472 euros pour une ville de 12 000 habitants, c'est faible. Tout ça a une conséquence sur la capacité de désendettement de la ville, puisqu'il faudrait 16,7 années pour rembourser la dette de 6 millions d'euros, page 83. Dette par autofinancement qui a une durée de désendettement. Cela, c'est énorme, bien au-delà du seuil d'alerte qui est de 12 ans. La cause de ce faible autofinancement, la mauvaise gestion des dépenses de fonctionnement. La cause de ce fait d'autofinancement, elles sont très au-dessus de la moyenne de la strate, alors que les recettes, elles, sont conformes. Dans ces dépenses, les charges de personnel représentent 71%, là encore au-dessus du seuil d'alerte de 60%. On paye le clientélisme des années passées avec des recrutements électoralistes. De fait, la ville n'est plus en capacité d'investir, comme le montre le ratio page 4. Les dépenses d'équipement brut par rapport à la population sont faméliques. Elles le sont encore plus par rapport aux recettes de fonctionnement. La conséquence de tout ça est une ville et des habitants privés de grands projets et de perspectives de développement. La piscine est encore au stade de projet et on attend de voir ce que ça va donner. Malgré ces anomalies, pour cette année, nous n'allons pas engager de procédure. Mais nous serons obligés de le faire à l'avenir. Vous ne réduisez pas drastiquement les dépenses de fonctionnement, notamment avec un plan d'économie dans tous les services et une politique RH de cas par cas pour le remplacement des agents partant en retraite et dans d'autres collectivités. Par contre, nous demandons dès le prochain conseil la transmission d'une note de synthèse présentant chaque délibération, article L 2121-12 du CGT, la rédaction d'un PV rendant compte des débats depuis une ordonnance du 1er juillet 2022 sur la publicité des actes légaux. Je vous laisse chercher si vous voulez plus de précision. À défaut, nous saisirons immédiatement le préfet avec la certitude d'avoir gain de cause. Pour en revenir au BP lui-même, étant donné ce que nous avons relevé, nous voterons donc contre. Merci Madame Mélanie. Vous remercierez vos cabinets d'analystes juridiques et financiers qui vous ont aidé à préparer votre intervention. J'ai une petite idée de où ils viennent, mais bref. J'ai une petite idée de où ils viennent parce qu'effectivement, je retrouve dans vos propos tous les propos des élus du Rassemblement national dans pas mal de communes, quand ils sont bien sûr dans l'opposition. Donc écoutez, si vous estimez devoir saisir le préfet, saisir qui vous voulez, faites-le madame. Franchement, faites-le. Moi, j'ai jamais opposé qui que ce soit et nos concitoyens de faire valoir leurs droits s'ils estiment qu'ils sont bafoués. Je pense quand même que si nous n'étions pas dans les clous, et ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis maire, je pense que le préfet m'aurait déjà saisi et m'aurait déjà alerté sur le non-respect de la réglementation. Bon, voilà. Maintenant, si vous estimez effectivement que nous ne sommes pas dans les clous, eh bien je m'y plierai, bien évidemment, si le préfet me le demande. Je suis quand même surpris quand vous affirmez qu'il n'y a pas de note de synthèse sur l'ensemble des rapports qui sont présentés. Il nous semble bien que sur chaque projet de délibération, vous avez effectivement une note de synthèse qui est jointe. Alors ça, après, c'est votre appréciation. En tous les cas, je vous dis, saisissez le préfet si besoin. Moi, j'ai aucune inquiétude par rapport à ça. Voilà. Après, sur le contenu du budget, c'est toujours le même propos, donc je ne suis pas surpris, effectivement, par les propos qui sont là. Voilà, je vous remercie. En tout cas, c'est vraiment conforme à ce à quoi je m'attendais de votre
de votre position ce soir. Merci. Monsieur Robillard, pour le groupe majoritaire. Ah bah comme tu veux. Merci, monsieur le maire. Avant d'évoquer le budget, je vais quand même aussi répondre à Madame Mélanie et son groupe. On sent quand même une attaque un peu tout azimut. Hein. On est sur un vote du budget, mais on évoque des procès-verbaux illégaux alors que vous les votez à chaque conseil municipal. Des rapports de présentation inexistants qui sont présents à chaque conseil. Bon, on ne va pas rebalayer tout ça. Et puis bien évidemment, comme monsieur le maire l'a dit, mais je tiens aussi à le rappeler, l'attaque de vous-même et de tous vos amis de votre groupe dans toutes les communes de notre territoire sur les charges personnelles. Vous avez une belle provocation qui a été faite par notre ami Christian Pedowski avec les représentants et les salariés et les agents municipaux présents et qu'ils pouvaient entendre dire les débats entre chaque parti. Heureusement que les collectivités sont quand même les premières présentes lors de crises économiques. Et surtout, vous le savez, le travail qui peut être fait, surtout ici sur Bully par notre premier magistrat, dans le lien qui peut être tissé avec les entreprises locales et les partenaires publics pour retrouver de l'emploi à nos personnes qui sont sans emploi sur le territoire. Preuve en est les emplois qui ont été octroyés à des Bullygeoises et des Bullygeois sur Nature Opéra et SEB. Revenons plutôt au sujet du jour qui est le budget primitif. À peu près jour pour jour, un mois s'est écoulé entre le DOB et cette présentation de budget primitif. Bien évidemment, notre vision reste inchangée pour le groupe majoritaire et partagée. Nous sommes face à un budget sur un seul point, je vous rejoins, incertain lié à la crise économique et aux dépenses contraintes, seul point qui nous rejoint. Mais par rapport, vous l'avez dit, à notre strate de 12 000 habitants, on a un programme 2023 ambitieux. Vous évoquez la piscine. Monsieur le maire vient vous le dire, on est en train de débloquer les fonds pour les frais d'études et la désignation de la maîtrise d'œuvre en fin d'année, si ce n'est pas du concret. Et je passe également le programme pluriannuel d'intervention de voirie et de travaux qui a été évoqué également. La rue Costé-Belloncle, la place Victor Hugo, la rue de Condé, mutualisée en plus avec la ville de Grenay. Donc vous voyez qu'on travaille en plus de manière plus large. Et surtout, monsieur le maire l'a dit, le maintien de l'offre de services. Vous ne pouvez pas dire qu'il ne se passe pas un week-end sans aucune manifestation sportive, culturelle, associative, solidaire, citoyenne. Enfin, on ne vous voit pas, mais je peux vous dire qu'il n'y en a pas une, pas un week-end. Non, on vous voit très très peu. C'est pas parce que vous n'êtes pas là que moi je ne suis pas là. Vous êtes très peu présente, Mme Mélanie. Donc je peux vous assurer, venez avec nous. Il y a des manifestations chaque week-end. Preuve en est prochainement, dans les prochains mois. Nous avons des manifestations, animations, green tag, courses colorées, et tout ça le paie. On y reviendra dans quelques instants. Donc au regard de ce qui a pu être présenté, et au regard du budget, encore une fois, ambitieux mais totalement maîtrisé, le groupe majoritaire votera pour. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres remarques concernant la présentation de ce BP ? Alors je vous propose, mes chers collègues, de le soumettre au vote de notre Assemblée. Alors y a-t-il tout d'abord des abstentions, des collègues qui s'abstiennent? Je ne pense pas. Y a-t-il des collègues qui votent contre? Merci de bien vouloir le manifester en levant la main. Il y a donc 4 oppositions, 4 voix contre. Que celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Je vous remercie, mes chers collègues de la majorité municipale. Merci pour votre solidarité et pour votre confiance. Et je tiens à nouveau à remercier l'ensemble des services et notre DGS qui ont largement contribué à la préparation de ce budget et qui maintenant vont devoir en assurer le suivi dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, formellement, au point numéro 2, nous devons là encore voter les taux d'imposition. Donc bien évidemment, il n'y a pas de changement, vous l'avez bien compris, notamment sur le foncier bâti, qui intègre depuis ces dernières années maintenant le taux départemental, puisque vous le savez, le foncier bâti du département revient maintenant à la commune, donc à 59,44%, le foncier non bâti à 93,26%, et la taxe d'habitation à 18,61%, mais en précisant bien qu'il s'agit là des résidences secondaires. Même chose, je suis obligé de soumettre le vote de ce taux à votre approbation. J'imagine que ce sont les mêmes votes. Oui, donc pas d'abstention, 4 votes contre et le reste approuve le vote de ces taux. Merci beaucoup. Nous passons au point numéro 3
L'attribution de subventions aux associations de notre commune. Nous avons reconduit le montant des subventions de l'exercice précédent. Et vous le savez, nous reviendrons à l'occasion du budget supplémentaire sur certaines demandes. Soit nous viendrons les compléter, soit nous aurons des demandes exceptionnelles. En tout état de cause, je vous propose de reconduire les montants tels qu'ils sont indiqués dans le projet de délibération. Et je le reprécise là encore, les subventions ne sont versées qu'aux associations qui ont déposé des dossiers complets. Parce que là encore, on est soumis à un minimum de formalisme. Alors, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des voix contre? Pas spécialement. Donc, c'est approuvé à l'unanimité. Merci beaucoup. Nous avons ensuite des subventions plus spécifiques, j'ai envie de dire, à nos grandes associations. On ne prend pas la grosse tête, les présidents concernés aux responsables concernés, en commençant, et je vais demander à son président de bien vouloir sortir par la subvention à l'ESB. Son président ne peut pas prendre part au vote. Je ne vais pas vous influencer, mes chers collègues. Alors, subvention reconduite à hauteur de 21 500 € pour l'étoile sportive de Bully-les-Mines. Y a-t-il des abstentions? Pas de voix contre. C'est approuvé à l'unanimité. Je vous remercie. Voilà. Nous avons ensuite le handball club de Bully-les-Mines. Notre collègue Roger Aguenet étant absent, il n'a pas eu le demander de sortir de la salle. Une subvention à hauteur de 25 000 €. Y a-t-il des abstentions? Pas de voix contre. C'est donc approuvé à l'unanimité. Je vous en remercie. Subvention suivante, au cours d'évolution rythmique. Pour 8 000 €. Et là encore, reconduction. J'imagine qu'il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition à l'unanimité. Très bien, merci beaucoup. Nous passons maintenant à l'harmonie municipale. Monsieur Arrivé, vous êtes toujours membre, dirigeant. Voilà. Cette fois, il s'agit d'une subvention de 8 500 €. Là encore, j'imagine qu'il n'y a pas d'abstention et pas d'opposition. La subvention est donc approuvée à l'unanimité. Merci mes chers collègues. Voilà Gérard, déjà de retour. On continue sur les décisions d'ordre financier et budgétaire. On prend ce point numéro 4, mes chers collègues, vous en avez l'habitude. Il vous est proposé d'approuver l'admission de créances éteintes. Il s'agit de dettes de loyer par un locataire. Il n'a plus payé depuis un petit moment, ce qui représente une somme de 5 139,22 €, en vous précisant que la personne concernée a fait l'objet d'une procédure de rétablissement personnel. On va d'ailleurs prochainement libérer le logement. Donc là, on n'a pas trop à discuter, mes chers collègues. On applique la demande de monsieur le trésorier. D'accord? Oui. On passe au point suivant des admissions en non-valeur. C'est la même, pratiquement la même démarche, puisque là, il s'agit de créances qui sont inférieures au seuil de poursuite, ou alors des poursuites qui sont sans effet, qui ont été engagées par monsieur le trésorier, et ce qui représente un total de 1 347,34 €. Encore, j'imagine que c'est d'accord. Bien sûr. Hop. Très bien, je vous en remercie. On arrive à des sujets peut-être un petit peu plus complexes concernant les rapports d'ordre financier et budgétaire, puisqu'il s'agit cette fois de 2 rapports qui concernent l'application du pacte financier et fiscal qui nous lie à la communauté d'agglomération de Lens-Libre. Je suis convaincu que vous avez lu les documents qui vous ont été transmis, et notamment les notes de synthèse qui vous ont été transmises, et qui vous expliquent la complexité de ces 2 dispositifs. Alors, ce pacte fiscal et financier est une obligation légale que la CAL a activée depuis 2015, et qui a donné lieu d'ailleurs à une révision de ce pacte récemment, et à des délibérations qui ont été prises en novembre 2021, et plus récemment en décembre 2022. Donc la démarche est d'abord budgétaire, financière, puisqu'il s'agit de permettre à la communauté d'agglomération de faire face à ses engagements et ses compétences,
Et comme vous le savez, mes chers collègues, eh bien, le poids de ces compétences est de plus en plus lourd sur le plan financier, notamment en ce qui concerne eh bien, la collecte et le traitement des ordures ménagères. Hein. Celles qui siègent à mes côtés au sein de la communauté d'agglomération peuvent en témoigner. De nouvelles compétences, notamment au titre de la GEMAPI. Et puis, il y a aussi, je dirais, une démarche politique, puisqu'il s'agit eh bien, de répartir eh bien, les ressources et les dépenses entre la communauté d'agglomération, mais aussi eh bien, les communes, et plus particulièrement eh bien, en ce qui concerne la redistribution entre la CAL et les communes. Tout cela a beaucoup évolué depuis ces dernières décennies, hein, notamment avec le transfert de la taxe professionnelle vers la communauté d'agglomération. Tout cela s'est fait au fil du temps. Le choix qui a été fait, le choix politique qui a été fait à l'époque par la majorité communautaire était tout d'abord eh bien, de préserver les dotations de reversement qui sont perçues par les communes membres. Et donc c'est ce que vous retrouvez eh bien, au travers de ce qu'on appelle les dotations, les allocations de compensation, dotations donc, de solidarité qui sont reversées par la communauté d'agglomération aux communes. Et c'est notamment toutes les communes du CISIAF qui avaient été fortement impactées par, je dirais, les reversements entre le CISIAF et la communauté d'agglomération. Donc le principe de solidarité a été réaffirmé. Deuxièmement, le principe eh bien, de maintien du FPIC, qui est une dotation d'État qui est versée à la communauté d'agglomération, et celle-ci eh bien, continue de maintenir l'effort de redistribution vis-à-vis des communes. C'est plus sur le reversement de fiscalité eh bien, que les choses vont nous impacter. Et cela se joue bien évidemment sur le foncier bâti, des bâtiments, des immeubles assujettis sur les zones d'activité économique communautaire. Nous en avons bien sûr quelques-unes sur la commune, cela vous est reprécisé dans le rapport suivant. On a bien sûr l'Alouette, on a le Quadrapark, on a la zone du Monopole, et puis on a aussi la zone de l'Épinette, alors qui est peut-être un petit peu moins connue parce qu'elle est plus sur Aix-Moulette en partie, en grande partie, mais pour autant nous sommes eh bien, légèrement concernés par la zone de l'Épinette. Pour faire simple, sur le stock tel qu'il a été calculé, tel qu'il est, je dirais, défini par les services des finances publiques, eh bien, sur ce stock arrêté en 2022, nous reversons eh bien, 17% du produit fiscal et des allocations compensatrices à la communauté d'agglomération. Avec la mise en œuvre de ce nouveau pacte financier et fiscal, à compter donc de 2023, donc tout ce qui est postérieur à 2022, donc ce qu'on va appeler la dynamique, puisqu'on est parti d'un stock, ce stock qui va évoluer avec des nouvelles implantations, avec éventuellement des extensions, et bien cela veut dire que tout ce qui est postérieur, sur tout ce qui est postérieur eh bien, à 2022, nous allons cette fois reverser 90%. Donc la donne change considérablement, et c'est vrai que malheureusement ça nous fait un petit peu plus mal à nous, puisque ça veut dire que nous percevrons moins notamment sur eh bien, toutes les créations, les installations sur la zone d'activité de l'Alouette et également sur la zone d'activité du Quadrapark, hein, et notamment l'extension du Quadrapark. On était cet après-midi en réunion sur les projets d'extension sur le Quadrapark. Donc c'est vrai que ce sera un peu plus compliqué pour nous, puisque nous ne percevrons pas eh bien, la totalité du produit fiscal que nous pouvions attendre sur le foncier bâti. Voilà donc rapidement présenter, mes chers collègues, les grandes orientations du pacte financier et fiscal. Sur ce dernier point, il faut être aussi très honnête. Notre commune n'a pas financé les travaux d'extension de la zone de l'Alouette, et ni d'ailleurs les travaux d'extension de la zone du Quadrapark. Bon, il est logique aussi eh bien, que la communauté d'agglomération ait le retour de ce qu'elle a investi sur l'extension de ces zones. On n'aura que 17%, mais c'est déjà pas mal pour, je dirais, un aménagement sur lequel nous n'avons pas contribué financièrement. Cela donne lieu à la présentation de deux rapports. Le premier eh bien, vous propose d'approuver la mise en œuvre d'un reversement de fiscalité des communes membres au profit de la communauté d'agglomération portant sur la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues sur les zones d'activité économique, et donc d'approuver le projet de convention de partage de la TFPB sur les zones d'activité économique. J'ai passé le 5, je m'en excuse auprès de vous. Hop, le précédent, où là, eh bien, il vous est proposé d'approuver le principe de la révision libre des attributions de compensation à percevoir de la communauté d'agglomération et décide d'adopter le montant de l'attribution de compensation de la commune
pour l'année 2022, soit 426 808,14 €. Donc vous l'avez bien compris, et c'est la slide qui vous a été présentée auparavant. Il y a un jeu effectivement entre les allocations compensatrices et les dotations de solidarité pour essayer d'équilibrer et de faire en sorte que les communes continuent de percevoir la même chose. Voilà mes chers collègues, mais les documents qui vous ont été transmis sont beaucoup plus complets sur la mécanique financière et budgétaire. Voilà donc le contenu de ces points 6A et 6B. Avez-vous des questions ou des remarques? Celui-là s'applique à tous, évidemment, 36 communes. Ce sont les mêmes mesures qui s'appliquent à l'ensemble des 36 communes. Alors, je passe donc sur le point 6A. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des oppositions? Il est approuvé à l'unanimité. Très bien. Le point 6B, même chose, j'imagine. Pas d'abstention, pas d'opposition. Approuvé à l'unanimité. Très bien. Je vous remercie, mes chers collègues. C'est vrai que c'est très technique, je m'en excuse auprès de vous, et je peux vous dire qu'il y a eu pas mal de débats, bien évidemment, pour élaborer ce pacte fiscal et financier, et surtout pour préserver les intérêts à la fois de l'agglo et préserver les intérêts de ces 36 communes. Merci beaucoup. On passe au point numéro 7. Il s'agit de dédommager les marchands, les commerçants des marchés de plein vente, particulièrement celui du jeudi matin, puisque souvenez-vous-en, le 26 janvier dernier, nous avions été contraints de déplacer le marché. Il y avait un tournage dans le centre-ville de la commune, sur la rue Saint-Langros, et du coup, cela occasionnait la présence de pas mal de véhicules techniques sur les deux places. Nous avions pris la décision de transférer le marché. Ça ne fait pas partie des habitudes que nous avons. Il y a bien sûr les foires aux manèges qui occasionnent le déplacement des commerçants des marchés de plein vent, mais là c'est vrai que ce n'était pas habituel, et du coup on vous propose de dédommager les commerçants concernés sous la forme d'un avoir, qui, si nous le délibérons, prendra effet sur le mois de mai prochain. Est-ce que c'est d'accord? Oui. Oui. Très bien, je vous en remercie. On passe maintenant au point numéro 8. Je vais pouvoir me reposer un peu. C'est notre collègue Jérémy Robillard qui va vous présenter les principes de participation des communes et des bailleurs sociaux aux frais de fonctionnement de l'ECAD. Merci Monsieur le maire. Une délibération annuelle depuis 2012 maintenant, concernant notre espace de conciliation et d'accès au droit, que nous avons mutualisé avec les communes voisines et les bailleurs, comme l'a précisé Monsieur le maire, avec Aix-Noulette, Grenay, Mazingarbe, Saint-Goël et les bailleurs Maison et Cité Pas-de-Calais Habitat. Donc depuis 2012, il est coutume et maintenant une tradition de mutualiser ces frais de gestion et de frais de personnel, les deux liés s'élevant à 21 744 €, et le répartir de manière très technique par rapport au taux de fréquentation par habitant par commune. Alors, très rapidement, les chiffres sont les suivants. Aix-Noulette, il aurait proposé de demander une participation de 1 812 € pour 60 consultations. Bully donc prendra en charge 7 429 € et 49 centimes pour 248 consultations. Grenay, 2 869 € et 11 centimes pour 95 consultations. Mazingarbe, 3 291 € 92 pour 109 consultations. Saint-Goël, 2 446 € et 29 centimes pour 81 consultations. Et enfin, les bailleurs Maison et Cité à hauteur de 2 204 € 68 pour 73 consultations. Et Pas-de-Calais Habitat pour 1 691 € 26 centimes pour 56 consultations. Simplement vous préciser des petits éléments statistiques. Chaque année, et depuis 2012, l'ECAD est visité, si je peux m'exprimer ainsi, entre 500 et 600 passages par an. Principalement, vous en doutez, pour des conflits de voisinage. Mais après, ce sont les bailleurs les plus concernés sur des problématiques de consommation, dette et de problèmes de logement. Je vous dis ça parce que les bailleurs, on les sollicite chaque année et ils ne participent pas toujours, voire même rarement, mais on ne démord pas et on se dit qu'un jour ils participeront. Donc on poursuit la demande auprès de Maisons et Cités et de Pas-de-Calais Habitat, surtout de Maisons et Cités qui utilisent en plus pour faire ces conciliations avec ces locataires, et usent très fréquemment de notre espace de conciliation et d'accès au droit. Merci Monsieur le maire. Merci beaucoup. Il vous est donc demandé, mes chers collègues, de m'autoriser à solliciter l'accord des communes et des bailleurs qui viennent d'être cités pour la participation aux frais de fonctionnement.
et de m'autoriser bien évidemment à signer les conventions afférentes. C'est une délibération habituelle, hein. Chaque année on y revient. Y a-t-il des abstentions, des oppositions à l'unanimité? Très bien, je vous remercie beaucoup. Nous passons au point numéro 9, mes chers collègues. C'est une délibération là encore habituelle, puisque vous le savez, nous consacrons une enveloppe de 56 290 € à la participation de notre collectivité aux cotisations des agents pour leur complémentaire santé ou pour tout ce qui relève du volet prévoyance, ce qu'on appelle la participation employeur, hein, vous en avez l'habitude. C'est un dispositif qui a évolué au fil des dernières années, puisque nous avons maintenant souscrit auprès de contrats mutualisés. Pour le volet santé, il est porté par le centre de gestion et la MNT. Pour le volet prévoyance, il est porté par Sofaxis et Interial. Nous versons un montant de 8,18 € pour un agent en ce qui concerne la complémentaire santé, et au titre de la prévoyance, 7,23 €. Alors l'enveloppe, comme chaque année, n'est pas totalement consommée, puisqu'il y a des agents qui ont recours à d'autres types de contrats, et donc, eh bien, ça va au-delà d'une tradition, c'est un engagement. Nous reversons le solde aux agents qui avaient souscrit le contrat santé. Alors vous avez d'ailleurs le détail, hein, effectivement, ou le contrat de prévoyance. Le reversement ne concerne que le contrat santé. Vous voyez, 17 agents ont souscrit le contrat santé, 86 ont le contrat prévoyance uniquement, et 87 ont souscrit auprès des deux. Donc vous voyez, c'est quand même pas neutre, hein, c'est quand même à peu près 200 € par agent, donc c'est quand même pas neutre. Bon, on sait aussi que les complémentaires santé sont plutôt en augmentation depuis ces dernières années, mais je peux vous dire que ce dispositif est particulièrement apprécié. Et tout cela pèse dans nos charges de personnel, mes chers collègues, forcément. Alors, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Non. Allez, à l'unanimité, tant mieux. C'est un beau signal que vous envoyez à l'ensemble de nos agents qui souscrivent à ces contrats. Point numéro 10. On va encore parler des effectifs dans notre collectivité, puisque cette fois, il vous est proposé de faire évoluer notre tableau des effectifs, comme on l'appelait auparavant. Alors, ce ne sont pas des créations d'emplois, hein, je le dis à chaque fois, mais ce sont des créations de grades pour permettre à nos agents de voir leur déroulement de carrière s'effectuer logiquement, normalement. On ne peut que les encourager aussi à passer les concours, à se former, parce qu'il y a un moment où les agents sont malheureusement bloqués, s'ils doivent uniquement attendre l'évolution par ancienneté. Donc, création de 17 emplois au tableau des effectifs, 6 emplois d'adjoint administratif principal de deuxième classe, 5 emplois d'adjoint technique principal de première classe et 6 emplois d'agent de maîtrise principale. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Non. Très bien, je vous en remercie. On vient de parler de prévoyance santé, de complémentaire santé. On va donc passer au point suivant, au point numéro 11, mes chers collègues. C'est notre collègue Nathalie Blanquet qui vous rapporte le projet de création d'un cabinet médical municipal. Merci, monsieur le maire. La désertification médicale est un constat dramatique qui sévit au cœur de notre hexagone et touche une grande partie, comme nous l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, nos territoires ruraux, mais aussi nos territoires urbains. L'accès aux soins pour tous est un axe central de notre engagement politique. Nous savons combien cette question préoccupe nos concitoyens, car il est souvent difficile de trouver un médecin généraliste de proximité, et certains d'entre vous ont même renoncé à se faire soigner. Fort de ce constat alarmant, la municipalité a étudié avec le CPTS, c'est-à-dire la communauté de professionnels du territoire de santé Liévin-Pays d'Artois, et les professionnels de santé locaux, des solutions qui pourraient être mises en œuvre pour contribuer à l'installation de nouveaux médecins dans notre commune. Au regard des différentes expérimentations positives en cours sur notre territoire, il est proposé ce soir la création d'un cabinet médical municipal dédié à l'installation de nouveaux médecins. La commune souhaite donc se porter acquéreuse du cabinet médical du Dr Chevalier, situé, comme nous l'a expliqué monsieur le maire, aux 64 et 66 rue Jean Jaurès, suite à son départ prévu à la retraite le 1er juillet 2023.
Ce cabinet sera mis en location à des médecins souhaitant s'installer dans la commune pour une durée plus ou moins longue. La commune assurera le secrétariat administratif des médecins et en partenariat avec le CPTS qui s'engage à mettre à disposition tout le matériel informatique et les logiciels professionnels. Le CPTS accompagnera donc notre commune dans la réalisation de ce projet et assurera la promotion auprès des professionnels de santé pour favoriser le recrutement de nouveaux médecins. Les modalités d'acquisition de l'immeuble et la location aux médecins accueillis seront délibérées ultérieurement dans un autre conseil municipal. Considérant que l'accès aux soins est une priorité pour tous, il vous est proposé de délibérer ce soir au conseil municipal afin d'accepter l'engagement dans cette démarche innovante et la création de notre cabinet médical municipal et donc d'autoriser Monsieur le maire à entreprendre toutes les démarches administratives et financières pour réaliser ce projet novateur. Merci beaucoup Madame Blanquier, c'est clair. Le retour d'expérience de la création de ces cabinets médicaux éphémères, comme on les appelle dans certaines communes, est plutôt positif. Le retour d'expérience est positif. Et puis correspond aussi aux nouvelles pratiques de la part des praticiens, des professionnels de santé et tout particulièrement des médecins généralistes. C'est pour ça, mes chers collègues, que nous vous proposons d'engager ce dispositif tel qu'il vient de vous être présenté. Avez-vous des questions, des remarques? Oui, Madame Mélanie? Alors bien sûr, je suis tout à fait d'accord sur ce projet puisque nous voyons bien que dans tout le territoire, essentiellement dans le bassin minier, il y a malheureusement beaucoup de médecins qui partent à la retraite et qui ne sont malheureusement qui n'ont pas leur cabinet de repris. Et c'est ça en fait, moi qui me fait peur, parce que c'est bien, ce projet est très bien pour les gens de Bully-les-Mines et également pour les gens autour, parce que moi je connais des personnes, ça fait plus d'1 an qu'ils n'ont pas accès aux soins puisqu'ils n'ont pas de médecin, ils ont beau appeler la sécurité sociale, on ne leur donne pas de médecin. Donc comment allez-vous faire venir des médecins puisque il y a de la demande et il n'y a personne? Plusieurs choses. Plusieurs leviers à activer. D'abord le réseautage. Le réseautage, comme vient de l'expliquer Nathalie, il va se faire au travers de la CPTS, puisque la CPTS a forcément, je dirais, un réseau et est en lien aussi avec les internes. Donc ça, c'est déjà un premier point, et je peux vous dire qu'il y a quelques professionnels de santé de Bully-les-Mines qui sont fortement engagés à nos côtés pour essayer d'attirer des médecins, de jeunes médecins. Deuxièmement, il y a toute la démarche vis-à-vis des internes, et notamment l'accueil de stagiaires dans les cabinets médicaux et par les médecins généralistes. On a quelques médecins généralistes qui le font aujourd'hui, mais c'est insuffisant. Ça ne relève pas de notre propre démarche, ça relève là encore de la CPTS, mais aussi de la fac de médecine et du bon vouloir des médecins généralistes. Après, je dirais qu'il y a une démarche au niveau territorial, et plus particulièrement au niveau de l'agglomération. L'agglomération est attentive, et notamment dans le cadre du nouvel hôpital de Lens, est attentive là encore au partenariat qu'elle tisse avec le CHU, pour faire venir de plus en plus d'internes à l'hôpital de Lens et surtout dans le futur hôpital de Lens, mais elle tisse aussi des liens avec la faculté d'Amiens. Là encore, on n'a aucune certitude, je dirais qu'à terme, ils vont venir s'installer à Bully-les-Mines ou dans le bassin minier, mais c'est en jouant sur ces différents tableaux et surtout sur leur réseautage que je pense que nous allons progressivement réussir à faire venir de nouveaux professionnels de santé dans notre territoire. Et bien sûr, et il faut être clair aussi, il y a une espèce de surenchère aujourd'hui entre les territoires et les communes, à laquelle on ne veut pas non plus souscrire, on en a beaucoup discuté avec Nathalie, il n'est pas non plus question, et d'ailleurs le président de la CPTS est très clair là-dessus, il n'est pas question non plus de commencer à attribuer des véhicules de fonction, ou je ne sais quoi, ou des bourses, ou des dotations, ou un accès gratuit au restaurant, ou je ne sais quoi, aux professionnels qui viendront s'installer dans notre commune. Il ne faut pas non plus aller trop loin. Exactement. On ne va pas affréter non plus un avion comme ça s'est fait dans certaines communes. Bref, je pense qu'on est tous dans la même galère. Je pense aussi qu'on paye, et c'est ce que Nathalie évoquait, des décennies d'erreurs en matière de politique nationale d'accès à la santé. On avait quand même fortement réduit le numerus clausus. Donc on est en train de payer tout ça. Et puis il y a aussi des jeunes médecins qui ont envie de travailler autrement. Et on ne peut que le comprendre. Donc nous, on essaye de créer des conditions pour accueillir de nouveaux généralistes dans notre commune, mais
Je ne peux pas vous garantir à 100% que ça marchera. Il n'y a personne qui peut aujourd'hui s'engager à ce qu'on réussisse effectivement cette démarche. Dans tous les cas, on crée des conditions favorables pour que de jeunes médecins viennent et bien s'installer. Peut-être qu'ils feront 2-3 jours dans le cabinet médical municipal, qui viendront tester, puis peut-être qu'après ils s'installeront durablement, peut-être que ça fera venir aussi des confrères à eux, peut-être même des collègues de promo, enfin bref, on essaye de créer une dynamique positive. Mais on n'a aucune garantie de réussite, il faut être clair là-dessus. Pour autant, c'est d'accord ? Oui, sur le fond, c'est d'accord. Donc pas d'abstention, mes chers collègues, pas d'opposition ? Non. Merci beaucoup. Et bien évidemment, on vous tiendra informé des suites, parce qu'il y a notamment... je suis désolé. Il y a notamment quelques travaux qui seront réalisés par nos services techniques. Bien sûr, Pascal Foucard et Virgile Darras auront l'occasion d'y revenir devant vous pour vous expliquer ce qui sera fait. Vous avez contrarié ma directrice générale des services. Pourquoi ? Concernant la durée de désendettement de notre commune. Moi, je la contrarie pas mal, mais vous l'avez aussi contrarié ce soir. Et donc, elle s'est empressée d'aller vérifier vos propos concernant la durée de désendettement. Vous êtes trompé. Et pas qu'un peu en plus. Parce que dans les derniers rapports qui viennent de la trésorière, donc c'est même pas Brigitte Zupan qui a pondu ça d'elle-même, on est à 5 ans. 5. 5,5. Ça vaut le coup d'attendre. 5,5. Il y a quand même une petite différence entre ce que vous annonciez et ce que disent les services fiscaux. C'est pas, je le répète, c'est pas moi, c'est pas notre DGS. C'est les services des impôts, des finances publiques qui disent que Bully, effectivement, on a pour 5,5 années pour rembourser ces emprunts. Voilà. Donc on n'est pas si mauvais que ça, finalement, en matière de désendettement. Vous referez vos calculs, hein ? Bon, on y reviendra lors d'un prochain conseil municipal. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça, parce que sinon je vais contrarier ma directrice générale des services encore un peu plus. Donc je vais lui gâcher le week-end si elle apprend que Bully est à 16 années de désendettement. Voilà, c'est rectifié. Il y a peut-être d'autres points sur lesquels je reviendrai ultérieurement, mais pas, en tous les cas, pas là ce soir. Allez, on passe au point suivant, la thématique suivante, la ville éducative. Point numéro 12, c'est notre collègue Maryse Baccioni qui le rapporte. Merci, monsieur le maire. Bon, avant de procéder à la validation du tarif de l'action Toussaltec, j'aimerais quand même parler de ce beau projet qui est proposé par le service jeunesse, ce projet qui s'appelle 4 Animation et qui est en route vers les loisirs. Et ce projet a pour but de proposer à la population bugigeoise de se retrouver en famille ou entre amis et de participer à des actions collectives, ludiques et conviviales. Alors, différentes actions vont être proposées. Donc, il y a des ateliers green-time, tableau végétal, figurines, hôtel à insectes, ramassage de végétaux, une mise en place aussi de ruchers et une exposition aussi itinérante sur les dépôts sauvages avec l'intervention de l'association La Fourmilière. Toutes ces différentes animations vont se dérouler du 3 au 17 mai, alors dans des lieux différents, au Terri du 2, à la Cité des Oiseaux, au Parc Henri d'Arras, à la Bergerie, à la Cité des Alouettes et au Parc de la Mairie. Ça sera suivi par une journée de sport insolite. Donc je vous en cite quelques-uns, mais il faudra venir découvrir les nouveaux aussi. Le cardio-golf, le disque-golf, le foot-soccer, qui vont se dérouler le samedi 24 juin au Terri du 2 et qui vont se terminer par le retour de la course colorée caméléon qui, bien sûr, remporte toujours un très vif succès. Alors, la journée Toussaltec qui va se dérouler le samedi 3 juin à l'étang d'Aix-Noulette, Alors, un transport, bien sûr, sera organisé par la ville pour les personnes non véhiculées. Alors, il faut rappeler que toutes ces nouvelles actions qui sont proposées par le service jeunesse et sport entrent, bien sûr, dans le cadre du projet Vivre ensemble à Bully. Alors, il est demandé de procéder à la validation du tarif de l'action Toussaltec. C'est une action intergénérationnelle, comme je viens de vous le dire, sera proposée le samedi 3 juin. Plusieurs événements vont être proposés aux participants. Il y aura de la pêche, randonnée pédestre, un repas en musique, donc ce sera sûrement un barbecue,
et qui sera accompagné de musique et des jeux anciens. L'encaissement se fera à l'espace jeunesse sous forme de chèques ou d'espèces. Et une participation financière est demandée de 1 € pour les enfants de moins de 12 ans et de 3 € pour les plus de 12 ans. Merci beaucoup. Ça fait envie. Oui, ça donne envie. Ouais, exactement. Et c'est très bien, ça a une suite pour rester en bonne santé. Voilà. Voilà, il y a plein de choses pour la maintenir et rester en bonne santé. Bon, bah, c'est une suite aussi logique. Merci beaucoup. Y a-t-il des abstentions, des oppositions, mes chers collègues? C'est donc à l'unanimité. Merci beaucoup. C'est une belle action effectivement portée par le service jeunesse et d'ailleurs les autres services. C'est vraiment une coproduction Oui, service de l'ensemble des jeunesse, services. sport, mais il y a toujours eu un travail en transversalité avec les différents pôles et les habitants, surtout, qui sont toujours là à nos équipes. pour travailler sur les projets et y participer. Merci beaucoup, merci mes chers collègues. On passe à la thématique suivante, la ville durable. On va passer au point numéro 13. C'est notre collègue Pascal Foucard qui vous le rapporte. Merci, monsieur le maire. C'est une adhésion qui va contribuer à la concrétisation d'actions de notre plan de sobriété énergétique et plus particulièrement sur la réduction des consommations de nos bâtiments municipaux et sur notre éclairage public. Donc, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin est engagée depuis 2 ans dans l'élaboration d'une stratégie de rénovation du patrimoine public. Les missions du service commun de la transition durable et d'aide aux communes proposent 2 accompagnements distincts et spécifiques. Premier accompagnement, assistance et ingénierie pour la transition durable et d'aide aux communes, au travers de trajectoires stratégies énergétiques, recherche de financement, conseil aux communes et outils mutualisés. Et une assistance et ingénierie complémentaire et spécifique à la réalisation d'un projet, conduite de projet, mandat de maîtrise d'ouvrage, assistance à maîtrise d'ouvrage. Le coût d'adhésion annuelle à l'offre de base du service commun pour la commune de Bully-les-Mines sera constitué d'une part forfaitaire de 2 138 € et d'une part variable liée au nombre d'habitants de 21 centimes d'euros par an et par habitant pour une durée de 3 ans, soit sur la base de l'exercice budgétaire de 2022, la somme de 4 699 €. Aussi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention cadre service commun de la transition durable et d'aide aux communes et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention cadre avec la communauté d'agglomération de Lens-Liévin pour la mise en œuvre dans notre commune. Merci beaucoup Pascal. Je voudrais en profiter pour saluer le travail qui est fait dans ce domaine, non seulement par nos collègues élus, Pascal Foucard, Ludovic Dubo et Patrick Leroy, qui sont vraiment en pilotage politique du PSE, mais aussi remercier l'ensemble de nos techniciens, notre DGS, notre directeur des services techniques, qui font vraiment un gros travail. Mais c'est vrai que nous avons besoin aussi parfois d'une expertise, d'une ingénierie pour venir nous accompagner. J'ai parlé dans la présentation du BP de notre parc d'éclairage public. On sait qu'il y a aussi un gros enjeu sur la rénovation thermique de nos bâtiments communaux. Donc c'est pour tout cela que nous vous proposons d'adhérer à ce service mutualisé de la communauté d'agglomération. Et les premiers échanges qu'on a commencé à avoir avec eux sont plutôt encourageants et satisfaisants. Et les collègues qui ont déjà souscrit à ce service témoignent effectivement de la qualité de l'ingénierie proposée par la communauté d'agglomération. Y a-t-il des questions, des remarques, mes chers collègues? Y a-t-il des abstentions, des oppositions? On y va sur ce service commun. Merci beaucoup, c'est important effectivement pour notre commune. On va rester dans le domaine de l'environnement de la ville durable. C'est notre collègue Ludovic Dubo qui vous présente le rapport suivant. Une belle initiative. Merci monsieur le maire. Je vais vous parler du projet de permis de végétaliser. Permis de végétaliser qui consiste à autoriser les riverains à végétaliser le domaine public à proximité immédiate de leurs habitations. Parce que le plus souvent, de la végétalisation de façade pour les logements qui sont directement en front à rue, mais aussi le fleurissement de pieds d'arbres ou encore de bandes enherbées. Nous avons effectivement plusieurs riverains qui sollicitent la commune afin de végétaliser ces espaces. Et donc nous souhaitons encourager le développement de ces initiatives de végétalisation en s'appuyant sur une démarche collective avec la participation de ces riverains, mais aussi, pourquoi pas, des associations ou commerçants diligents.
Donc le but est les objectifs sont de favoriser le développement de la nature et de la biodiversité, en permettant aux habitants de se réapproprier l'espace public et de mieux le respecter, les faire participer à l'embellissement, à l'amélioration du cadre de vie, en renforçant la trame végétale et en créant des corridors écologiques, et au-delà de ces aspects de végétalisation, créer du lien social en favorisant les échanges entre voisins. Donc, la mise en place de ce permis de végétaliser permettra d'encadrer cette implication dans la végétalisation de l'espace public. Et donc pour ce faire, le permis de végétaliser est composé d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, d'un règlement, d'une liste de végétaux autorisés et d'un formulaire de demande. À ce titre, cette occupation du domaine public sera accordée à titre gratuit par rapport à l'aspect environnemental et l'intérêt public que représente cette action. Donc, aussi, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public dans le cadre du permis de végétaliser et d'autoriser monsieur le maire à signer la dite convention. Merci bien. Y a-t-il des questions ou des remarques, mes chers collègues? Vous avez constaté avec Ludovic qu'il y a déjà certains de nos concitoyens qui avaient anticipé et qui depuis quelques années mettent en œuvre le permis de végétaliser. Bon, ça va nous permettre de régulariser. Et puis si ça peut en inciter d'autres, eh bien à le faire, tant mieux, si on est sur du gagnant-gagnant. Et donc c'est ce qu'on vous propose de mettre en place, mes chers collègues. On fera bien sûr un suivi régulier de ce dispositif. Oui, allez-y, je vous en prie. Allez-y, oui. Par rapport donc à tout ce qui est biodiversité, etc. Moi j'aurais aimé savoir s'il serait possible de mettre dans le magazine du Info une petite note sur tout ce qui est au niveau des oiseaux. Parce que forcément, ce qui est végétalisation, ça attire les oiseaux, ce qui est très bien pour notre commune, puisque les oiseaux, franchement, ça ramène de la gaieté. Mais le problème, c'est que les gens, ils veulent absolument qu'on coupe de telle date à telle date au niveau des arbustes, etc. Mais il y a des périodes où nous ne pouvons pas couper, puisqu'il y a la nidification. Et franchement, ce serait bien de refaire un petit point là-dessus. Je pense qu'on va exaucer votre vœu, puisque dans le prochain journal municipal, Voilà, c'est bien, merci. on est effectivement totalement sur cette thématique environnementale. Et je pense, mais Ludovic va le confirmer, qu'on est complètement dans cette démarche. On est Je effectivement vous demande de couper votre micro si vous voulez bien, comme ça, ouais, ça va activer celui. On est effectivement sur une application de cette recommandation de la Ligue de protection des oiseaux qui ne s'impose pas aux communes et aux habitants, mais on a décidé de l'appliquer, en tout cas avec nos services, et de refuser sur la période du 15 mars au 31 juillet les demandes de coupe de taille, d'agrément en tout cas. Celles qui sont justifiées par des risques sont appliquées bien évidemment, mais quand il s'agit juste de couper au carré en termes d'aspect de la végétation, on s'interdit de le faire du 15 mars au 31 juillet sur la recommandation de la LPO pour favoriser la nidification. Merci. On l'avait déjà fait l'année passée. Oui. Il y a un rappel, c'est bien. Les personnes âgées l'ont pas. Alors j'en profite pour préciser que laisser pousser les mauvaises herbes devant chez soi, ça rentre pas dans le cadre du permis de végétaliser. On ne peut pas régulariser ce genre de situation. Et quand c'est au pied de l'immeuble, normalement c'est à l'occupant d'enlever les mauvaises herbes. Merci en tous les cas d'avoir approuvé ce permis de végétaliser, mes chers collègues. On passe à la dernière partie, les informations diverses. Alors là, j'ai aucune transition à faire. C'est notre collègue Gérard Héritré qui rapporte devant vous du comité de défense armée de terre. En général. Merci, monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, conformément à la délégation militaire départementale du Pas-de-Calais que vous m'avez confiée, j'ai l'honneur de vous rendre compte de la réunion qui s'est tenue le samedi 8 mars 2023 à 9h30, salle des fêtes de la Comté. Étaient présents Madame la maire, les membres du conseil municipal, les intervenants de tout grade, les élus des communes environnantes. La première partie a été consacrée aux informations concernant la situation actuelle des 130 000 hommes et femmes des troupes en place et en activité dans diverses régions d'Europe. La seconde partie, au recrutement
des officiers, sous-officiers, soldats, ainsi que les plus jeunes à partir de 17 ans en alternance dans un lycée en vue d'un bac pro. Il existe 6 lycées et 4 IUT dans le Pas-de-Calais. L'armée de terre recrute 16 000 soldats. En résumé, l'armée de terre recrute 500 officiers, commandement ou spécialistes niveau bac plus 2 et plus de l'aspirant au colonel. Elle recrute 1500 postes de responsabilité encadrement, niveau bac et plus, du sergent au major. Salaire de départ, sortie école 1450 €. Elle recrute 14 000 postes forces combattantes, diplôme spécifique non requis, du soldat au sous-officier, salaire de départ 1362 €, logé et nourri. J'en avance sur le programme. La dernière partie a été consacrée aux commémorations, l'entretien des cimetières militaires, des stèles, des monuments, des recherches d'identité et de rapatriement, des nombreux corps retrouvés dans divers endroits, chantiers ou autres, dans le but enfin d'organiser des hommages à leur mémoire. Moi, je suis légèrement en avance. Pour terminer, un des intervenants rappelle qu'il existe un musée au 5-7 rue Angèle Richard à Beaurain, 62 217, avec visite guidée au prix de 20 € pour les groupes 12 à 20 personnes et 50 € pour les groupes de 20 à 50 personnes. Pour plus d'informations au 03 21 21 52 75. Pour terminer, concernant les informations et prises de rendez-vous concernant le recrutement, il y a lieu de contacter le CIRFA, Centre d'information recrutement des forces armées à Arras, 2 rue Sainte-Claire, au 03 21 60 99 12. Ouverture tous les jours de 8h à 17h30, sauf le samedi. La réunion a pris fin vers 12h30 par un dépôt de gerbes au carré militaire du cimetière communal. Je vous remercie, monsieur le maire. Merci Gérard. N'hésitez pas, mes chers collègues, à orienter les jeunes que cela intéresserait vers cet organisme de recrutement, mais aussi vers les missions locales, vers Pôle emploi, qui sont bien au fait des procédures de recrutement. Merci Gérard. Voilà mes chers collègues, je n'ai pas été destinataire de questions diverses. L'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous remercie. Je vous souhaite un bon week-end à toutes et à tous. Et on se retrouvera en juin, mes chers collègues, pour un conseil municipal supplémentaire qui n'était pas inscrit à l'agenda, le 9 juin, puisque nous sommes tenus de délibérer concernant la liste électorale pour les élections sénatoriales. Donc on se retrouvera le 9 juin prochain. Voilà, bonne soirée, merci à toutes et à tous.